afin de vous présenter la gestion des assets et comprendre un peu mieux comment nos solutions vont permettre de piloter aussi bien les actifs matériels que logiciels. Pour commencer sur ce séminaire, le prochain slide décrit le contexte dans lequel on va se trouver au travers de la présentation. Si Jean-Robert, tu peux passer sur le suivant. Voilà. Donc l'idée de l'agenda, c'est bien sûr de vous rappeler qui est Ivanti. Tout le monde ne nous connaît pas, au travers de toutes les personnes qui s'inscrivent et qui participent régulièrement, de nouvelles arrivent. Donc nous allons vous donner quelques éléments sur Ivanti. On viendra bien sûr sur le sujet principal au travers de la présentation de l'asset management et on séparera bien les choses entre les notions logicielles et matérielles. Donc c'est hardware, il manque un petit D dans la typologie de l'écriture du mot, vous l'avez, j'imagine, bien compris. Et puis bien sûr, nous écouterons et vous répondrons à vos questions par la suite. Alors pour aller dans la suite de cette présentation, on va parler un petit peu d'Ivanti. Ivanti, c'est une société qui, depuis maintenant plus de 30 ans, a une expérience acquise dans la gestion des assets. Alors, à l'origine, bien sûr, plutôt technique, savoir déployer, savoir administrer une machine. Et puis, par la force des choses, quand on veut correctement piloter son parc, il faut en avoir une notion financière. Donc, on a étendu par acquisition, sur les 10 dernières années, la possibilité de mieux gérer les assets sous l'angle financier. On est une société d'environ 1700 personnes, comme vous pouvez le voir au niveau des éléments qui sont communiqués dans ce transparent. Et notre présentation, elle est globale, elle est sur l'ensemble du monde, avec différentes agences, dont celle qui est en France, où nous sommes là pour répondre à tous les besoins du marché français. Plusieurs milliers de clients, 27 500. En termes de gestion, ça vous donne une idée de notre capacité, de notre empreinte sur le marché, plus de 47 millions. Et puis bien sûr, pour nous accompagner, nos partenaires sont essentiels puisqu'ils apportent avec eux de la disponibilité, de la présence locale. Là, on ne peut pas être partout, évidemment. Donc en France, si on a besoin d'aller dans le sud-est ou dans le sud-ouest ou même au nord, on a des acteurs et des partenaires essentiels pour nous accompagner. Alors, je vais vous parler dans le slide suivant de la gestion unifiée de l'IT, puisque c'est un élément important qui définit notre cœur de métier. Par toutes les acquisitions qui ont été faites, on a structuré 5 piliers fonctionnels qui sont entendus de la sécurité des opérations que vous avez sur la partie gauche, sur lequel on va pouvoir sécuriser la machine, que ce soit par des notions de correctifs applicatifs et systèmes, mais également de pouvoir donner des droits, des privilèges à des utilisateurs, ou bien entendu aller jusqu'à la mise en place de gestion d'antivirus pour s'assurer qu'aucune faille n'est possible sur la machine, qu'elle soit poste de travail, serveur. Et là, c'est le deuxième pilier qui va justement permettre d'administrer ces équipements jusqu'à la mobilité, c'est-à-dire les smartphones, les tablettes. Et on va gérer ainsi la vie même de l'asset d'un point de vue technique, jusqu'à gérer le profil de l'utilisateur. Et ça, c'est essentiel, puisque lorsqu'on fait de la migration, il faut savoir, je dirais, faut connaître l'utilisateur dans ses comportements pour pouvoir capter ses différentes habitudes et lui restaurer tel qu'il peut les utiliser, ces fonctions, dans son nouvel environnement configuré. Le troisième pilier, c'est celui qui va nous intéresser, la gestion des assets. J'ai déjà dit qu'on différenciait bien les notions logicielles et matérielles. Donc là, on parle de cycle de vie, pouvoir de bout en bout, de la commande jusqu'à la facturation et à la vérification de la conformité des usages. On va tout piloter en ce sens. La gestion des services, cette fois-ci, va être plutôt orientée à la prise en compte des besoins utilisateurs, que ce soit des demandes, des incidents, mais également d'aider les opérations informatiques à mieux gérer leur quotidien par la gestion des changements, des mises en production, et tout ça, bien sûr, avec un référentiel d'assets. Et vous voyez qu'au travers des 3 piliers qui sont la gestion des points d'extrémité, la gestion des actifs et la gestion des services, on va avoir notre référentiel, notre CMDB, pour donner à chaque utilisateur des angles d'attaque de ce dont il a besoin liés à son métier, que ce soit administrer un poste, que ce soit connotation financière, ou bien encore de mettre à jour
une machine, un serveur. Et puis enfin, la gestion d'identité pour avoir le contrôle entier de l'utilisateur dans son rôle, dans ses droits aux accès de l'entreprise. Et tout ça, ça s'appuie sur des fonctions transverses que vous voyez sur la partie basse pour pouvoir faire de la découverte, du reporting. Donc, on a des outils de BI qui vont permettre de consolider l'ensemble des informations qui sont dans l'ensemble de ces piliers pour pouvoir donner une analyse plus pertinente et permettre de faire des actions en termes de traitement. Et on va automatiser l'ensemble de toutes ces opérations au travers d'un moteur puissant qui peut être perçu comme un orchestrateur et qui va faire le lien entre tous ces piliers de manière à donner de la dynamique d'affichage. Alors, je vais vous donner un exemple dans le prochain slide sur comment une gestion unifiée peut apporter de la valeur si, par exemple, on a un utilisateur qui demande une nouvelle application. Eh bien, il va rentrer, et vous le voyez dans les parties colorées en bas à droite de l'écran, les piliers qui vont être utilisés à ce moment-là de l'opération où on positionne le fait que l'utilisateur fait une demande à partir du portail ITSM, la demande est envoyée, elle est analysée au travers du pilier ITAM dans la possibilité de disposer ou non de la licence. Le pilier UEM va déployer le package de cette application et on va sécuriser l'application par d'éventuels correctifs qui lui sont associés pour être sûr que l'utilisateur a le plein usage de cette application qui en est satisfait. Voilà un exemple tout simple, mais qui nécessite de faire fonctionner plusieurs composants et de le faire fonctionner d'une manière automatisée. C'est-à-dire que derrière chacun de ces pictogrammes, il n'y a pas une composante humaine, peut-être une approbation, pourquoi pas. Mais tout le reste va être fait d'une manière automatique. Et la personne, instantanément, à sa demande, va voir sur son écran, sur son poste de travail, l'installation immédiate de la machine. Dans le slide suivant, pour synthétiser justement cette notion de gestion unifiée, l'idée c'est de faire, par la communication entre tous ces piliers, par la collecte de toutes ces données qui sont donc devenues maintenant partagées, la mise en place de processus que l'on automatise pour vous permettre de gagner en efficacité. Cette efficacité, c'est celle qui vous libère du temps au niveau de vos opérateurs, de vos opérations, pour pouvoir innover et donc pas être assujetti, comme beaucoup d'entreprises le sont aujourd'hui, à faire des tâches de maintenance quotidienne et donc à ne pas pouvoir accompagner le métier dans son développement. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler bien sûr des assets. Alors, je vais vous en parler au travers de ce slide qui arrive maintenant, qui permet de rappeler quelques vérités. Tout d'abord, la première vérité, c'est de positionner, si tu peux appuyer, Jean-Robert, juste voilà, une fois, peut-être sur tous, comme ça je vais les citer, mais je vais les prendre dans l'ordre peut-être d'affichage. Par peur d'un audit, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, 76,4%, vont acheter plus que de raisons de licence. Et donc là, il y a des économies de masse à faire. 25% des entreprises, et je suis certain que dans les nombreux participants qui nous écoutent aujourd'hui, vous êtes encore avec des fichiers Excel à collecter, essayer d'assembler vos informations pour en avoir une synthèse. Et donc, c'est une tâche qui est très difficile, puisque vous allez passer, d'après les études que l'on a, à peu près 30% de votre temps à résoudre des problématiques liées à la normalisation. Il est vrai qu'un Microsoft SQL peut avoir différentes versions selon sa provenance. Et comme vous avez un inventaire qui vous remonte ces infos, s'ils ne sont pas structurés, ces données, eh bien c'est vous qui allez devoir le faire. Et ça, c'est coûteux. Enfin, la complexité des coûts indirects, c'est non négligeable, puisque c'est en moyenne 25% du budget pour l'entreprise sur le budget de licence. Alors, Jean-Robert, peut-être que toi, tu vas nous apporter des compléments de réponse justement par rapport à ces problématiques que je suis certain beaucoup de nos participants doivent se reconnaître. Donc, je vais te laisser la main pour que tu puisses justement positionner les aides que nous pouvons apporter à nos clients. Merci Luc. Effectivement, je vais essayer de vous exprimer notre catalogue de solutions autour de cette notion d'asset management
vous expliquer comment nous déclinons la prise en charge, d'un côté, comme tu l'as expliqué, de la partie hardware et de la partie software, en insistant un petit peu plus sur la partie software au démarrage, mais en essayant de couvrir toutes ces fonctionnalités de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte de la maturité de nos solutions. Bon, première étape, l'IT Asset Management, lui qu'on a parlé, le concept c'est effectivement de vous permettre de gérer vos biens actifs, tout ça étant le même élément. On a plutôt tendance usuellement à garder la notion d'asset même en français, mais on peut assez facilement le retrouver en tant que bien ou actif dans les différents communications autour. L'important c'est effectivement de se représenter ce que ça, les différents éléments dans votre infrastructure qui deviennent des éléments économiques et qui ont besoin d'un cycle de vie. Cette gestion doit répondre à un certain nombre de questions concrètes qui sont la réalité de votre quotidien. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes possesseur de quelque chose, il faut bien pouvoir cataloguer ces informations. Luc a parlé de fichiers Excel, effectivement, c'est une première étape, mais on verra dans les degrés de maturité qu'il faut aller un petit peu plus loin et de pouvoir insérer des mécanismes qui automatiquement vont découvrir les biens et les enregistrer pour que vous puissiez mieux savoir ce que vous avez. Où sont-ils? Physiquement, virtuellement, où sont-ils passés? Où sont-ils? Ça c'est important. Qui les utilise? Qui a la responsabilité? Enfin, en est un acteur primordial. Vous allez assigner un PC à quelqu'un. Vous allez avoir une équipe technique qui va utiliser des ressources dans un environnement virtuel. Tout ça, c'est important de savoir qui. Quel est le statut de cet élément-là? On a parlé de cycle de vie. À partir du moment où il y a un cycle de vie, on crée un statut qui va démarrer sur la notion de demander. Ça peut être délivré à partir du stock ou commandé à un fournisseur et être livré derrière. Ça peut être effectivement en stock, ça peut être en cours d'utilisation, en réparation, ça peut être revenu en stock et ça peut être mis à la retraite ou, enfin, tout du moins sorti du système en état obsolète. Vous avez plusieurs statuts qui vont définir vos différents actifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'a-t-on reçu? Qui l'a utilisé? Combien de personnes l'ont utilisé? Combien de temps ont-ils utilisé? Combien de fois ça a été en panne? Quel type de manipulation, que ce soit les upgrades de logiciels qu'il y a pu y avoir dessus, les changements de pièces particulières sur du hardware, tout doit être historisé de façon à vous fournir l'historique, la vie du bien. À partir de ce moment-là, vous allez être capable de gérer, en fonction des différentes étapes historiques et des statuts, de la performance de votre bien. Est-ce qu'il a rempli son contrat? Un PC, s'il reste toute sa vie en stock et qui, au bout de 3 ans de maintenance, il n'a jamais été utilisé, on peut considérer qu'il n'a pas rendu la performance nécessaire. Par contre, un PC qui, dès la première minute, est utilisé et dès qu'il revient est réutilisé par quelqu'un d'autre, etc., il va plutôt être performant, surtout s'il ne tombe jamais en panne. La dernière chose, c'est que la conclusion de cette performance, c'est aussi combien ça a coûté, quelle est la rentabilité de ce produit, etc. Toutes ces questions, elles se posent par différentes personnes, par différents rôles de l'entreprise, mais vont systématiquement être répondues par l'intermédiaire d'un outil de type de gestion d'asset management. Souvent, on exprime la notion de modèle pour bien montrer que tout ne se fait pas en un jour. Chaque évolution, en fait, intègre une maturité complémentaire et l'optique étant d'arriver vers un niveau élevé où on va complètement optimiser la gestion de ces assets. On sait que le non géré, on est d'accord, quand on ne sait pas ce que l'on a, qu'on ne sait pas où c'est, et qu'on ne sait pas comment ça se passe, c'est un peu gênant au niveau maîtrise des coûts. Lorsqu'on est dans une phase initiale, on sait à peu près ce que l'on a, on le répertorie dans des environnements, mais on ne sait pas trop comment on l'utilise. Quand on commence à gérer, on commence à avoir un environnement qui permet de voir à peu près où les choses sont, qui en sont affectées, etc., mais guère plus.
La notion de maîtriser veut dire que on va se mettre à dire il y a un processus de cycle de vie qui oblige de passer par un catalogue de services pour demander et qui oblige à rendre le matériel de manière managée. Ce qui veut dire que de bout en bout, vous allez traiter l'environnement. La notion d'optimisation intègre, pourquoi pas, une notion économique qui va faire que vous serez capable de refacturer ou de gérer les coûts de possession directement à partir de ces différents événements statutaires de cycle de vie. La réponse d'Eventee en tant qu'offre ITAM se décompose en 3 parties. Vous avez une première partie qui se décomposée en 2 parts, qui est la partie licence optimizer, vue côté client ou vue côté serveur. On détaillera chaque objet ensuite. L'idée est de prendre en compte la notion de software asset management qu'on a vu tout à l'heure, SAM en réduction, et qui va faire qu'on va s'occuper essentiellement de la compliance, de la compatibilité entre ce que vous utilisez et ce que vous avez acheté. D'un côté, pour ne pas être hors la loi, mais de l'autre côté, aussi pour ne pas dépenser plus. Voilà le schéma principal de ces 2 options. La première option, for client, va s'occuper de ce qui se passe sur le poste de travail, et l'option for server va s'occuper de tous vos environnements serveurs, beaucoup plus complexes, bien évidemment. Le 3e module est le module global d'asset management qui, lui, va s'occuper du cycle de vie du bien, d'abord du hardware, mais aussi du logiciel en tant qu'entité achetable avec tout son processus de cycle de vie normal. Mais l'idée est de faire un repository, de venir mettre dans un environnement global, souvent d'ailleurs accroché à un contexte de CMDB pour ceux qui font de l'ITSM, et d'utiliser cette notion d'asset comme étant l'endroit où on va stocker et informer de tout ce qui se passe sur chaque bien, et là où on va avoir un catalogue de services qui va permettre d'obtenir ce bien, de l'affecter, de le gérer jusqu'à sa fin de vie. En gros, comment se fait l'échange de toutes ces données? On va avoir en fait tout un environnement que l'on voit en bas en fait de l'écran, qui est l'environnement de découverte et d'inventaire qui va venir de différentes sources de données. Bien sûr, les sources de nos propres produits d'inventaire, que ce soit Endpoint Manager ou d'autres outils. Entre autres, on a un outil de Sonar qui va venir gérer la partie serveur et découverte d'infrastructures autour des serveurs, mais on peut aussi faire venir des informations qui vont venir d'autres sources de données. On pense à Microsoft SCCM, des fichiers à plat, l'Active Directory. Tous ces éléments-là vont être, grâce à des connecteurs, vont être analysés. On va venir lire des données à l'intérieur de ces différentes structures pour venir les insérer par un connecteur en fait spécifique dans notre outil Discovery Services. Discovery Services va normaliser les informations pour les rendre les plus compatibles possibles, pour les réguler, et va les redistribuer aux outils spécifiques qui sont licence optimizer, client ou serveur, ou asset manager. Et donc vous retrouverez soit pour la gestion de vos licences, soit pour la gestion de vos biens, des données qui vont venir de différentes sources d'informations. SAM, la licence optimizer pour client et serveur, va répondre à un certain nombre de choses spécifiques. Il va d'abord clarifier tout ce qui est vos biens logiciels, donc répertorier tout ce qui vous appartient, tout ce qu'on va détecter sur le poste de travail, mais aussi tout ce qu'on va analyser sur les serveurs. Tout ce que vous allez déclarer comme système acheté vont être visibles dans votre système, de façon à pouvoir, sous forme de réconciliation, faire le lien entre ce que vous utilisez, ce qui est installé, ce que vous utilisez et ce que vous avez acheté. Et donc de faire un point sur votre situation, point de vue licence. L'important est qu'on soit capable de vous fournir d'un côté des données dynamiques interactives qui viennent de votre environnement pur,
et de l'autre côté de vous fournir des données en temps réel sur que ce soit les différents éditeurs et leurs propres produits et méthodes de calcul de licence. C'est-à-dire, notre rôle, c'est de vous fournir des modélisations de calcul de licence pour tous les éditeurs du marché, et donc vous permettre ce type de calcul et de vérifier votre conformité d'une chose assez complexe, très sûrement. La notion d'hardware, elle est plus terre à terre, puisqu'elle va répertorier, dire qui utilise, faire des calculs sur des tableaux de bord, sur les TCO, ROI, etc., et gérer ce fameux cycle de vie qu'on va voir derrière, pour pouvoir continuellement savoir où on en est dans les produits qui sont demandés, dans les produits qui sont commandés, dans les surproduits qui sont en cours de livraison, les produits qui sont en stock, des produits qui sont utilisés, des produits qui sont en réparation et des produits qui sont mis à la poubelle. Entre autres, surtout dans le domaine public, il ne suffit pas d'aller mettre un produit à la poubelle pour qu'il n'existe plus. Il y a une durée de vie de l'information nécessaire pour pouvoir suivre et connaître l'état de tous les produits, les biens qui sont archivés. Et donc c'est un vrai rôle de conserver l'historique et de savoir pourquoi on met quelque chose à la poubelle et là où il en est. Tout ça incluant à chaque étape les différentes sources d'informations nécessaires, entre autres la gestion des fournisseurs, la gestion des achats, la gestion des contrats. Tous ces éléments-là vont être associés aux différentes étapes du cycle de vie, bien évidemment. Ce cycle de vie étant modélisé de cette façon-là, je reprends les différentes phases que je vous ai indiquées précédemment. Donc le besoin identifié, on fait une requête au niveau d'un catalogue de services. On a soit un achat, soit un déploiement du bien s'il est déjà en stock. Il est exploité, passe par le support, revient ou repart et repart au niveau de l'utilisateur, c'est-à-dire répond à une demande suivante, et finalement est recyclé ou détruit dans un environnement spécifique. Plus précisément, notre réponse au Software Asset Management intègre un certain nombre de modules. Il faut d'abord bien positionner ce que c'est que le Software Asset Management, c'est la gestion, l'optimisation de l'utilisation de vos licences. C'est le modèle aujourd'hui du contrôle des licences, c'est un modèle très complexe. Bien sûr, il y a des modèles qu'on connaît depuis très longtemps, qui sont la capacité de gérer le mode de licence installé ou le mode de licence par utilisateur. Vous payez pour un nombre de personnes connectées sur un site, où vous voyez les choses qui sont installées sur un poste de travail, et vous pouvez à partir de ce moment-là comparer ça avec ce que vous avez acheté. C'est ce qu'on fait à minima, vous le verrez, et ce type d'environnement est assez logique et simple à comprendre. Ce qui devient un peu plus complexe, c'est quand on parle de mode applicatif lié à des environnements serveurs. Parce que les éditeurs ont créé des mécanismes de calcul de licence extrêmement complètes, selon la plateforme où vous êtes installé. Que ce soit une plateforme d'hébergement, une plateforme virtuelle, vous allez avoir des mécaniques de licence qui vont être liées à l'environnement de la plateforme, c'est-à-dire pas simplement le support OS ou direct de la machine, mais aussi ce qui supporte cette machine. La virtualisation en tant que telle devient un paramètre extrêmement important et qui complexifie absolument le mécanisme de calcul de licence. On va essayer de se poser un certain nombre de questions. Vous allez voir que quand on va commencer à attaquer le License Optimizer pour serveur, il y a un certain nombre d'objets assez complexes que le système va pouvoir prendre en compte et calculer pour vous. La première étape, la version minimum de notre offre, ça passe par l'outil Asset Intelligence, qui est naturellement utilisé à partir de notre outil inventaire EPM. C'est tout simplement, pour ceux qui connaissent l'option avec Data Analytics, où on va avoir un inventaire de tout ce qui est installé en tant que logiciel, et alors matériel et logiciel, bien sûr, EPM faisant les deux, mais
Ce qui nous importe dans notre cas, c'est la partie software. Cette partie software va être analysée et surtout, on va être capable de savoir qui utilise quoi et combien de temps sur le poste de travail. On est bien d'accord qu'on discute de poste de travail dans ce type d'environnement. Ce qui est important parce qu'à partir du moment où on va avoir ça, on va être capable de le réconcilier avec les bases d'information qui sont celles de vos achats. Vous allez pouvoir, de manière basique, exprimer ce que vous avez acheté et on va être capable, très simplement, de dire on a compté le nombre de postes où c'est installé, on a compté le nombre, enfin on sait combien on a acheté et on va être capable de dire si on en a acheté trop ou si on en a acheté pas, on n'en a pas assez acheté. Là on est simple, il n'y a pas de configuration hardware conséquente, c'est juste la présence du logiciel installé qui a de l'importance. Et ça, c'est fait par l'outil basique que tout le monde connaissait et qui va être, je dirais qu'on va être capable de toutes ces informations, de les manager avec le module SLM, lui-même présent dans EPM, qui va faire que l'on va réconcilier de manière basique ces informations et vous présenter sous forme de croquis, de dashboard, les différents deltas entre ce qui est installé, ce qui devrait l'être ou ne devrait pas l'être. C'est à minima une capacité de gérer des audits pour ce qui est des licences sur le poste de travail. SLM, c'est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, être capable de gérer ce qui est découvert, de pouvoir regrouper sous les éditeurs, de normaliser un certain nombre d'informations, d'être capable de définir des bascules de licences entre versions, et dans ces cas-là, de vraiment vous donner un outil, en tout cas de premier niveau, sur le poste de travail très optimisé. Beaucoup de nos clients ont fourni des audits à des audits faits par les éditeurs externes, des reportings sortant de nos produits EPM pour justifier l'utilisation des produits réellement. Deuxième étape, à partir du moment où on a une information qui est constituée au niveau de notre base inventaire, c'est être capable de la remonter au niveau des serveurs. Avant ça, on va avoir le même mécanisme d'analyse que ce que l'on a fait avec Intelligence. Cette Intelligence, c'est de le faire aussi avec Data Center Discovery, qui est l'outil en fait IQ Sonar, et qui lui, son rôle, c'est vraiment d'aller découvrir et de mesurer toutes les informations nécessaires, que ce soit hardware ou software, dans les data centers. Cette analyse, elle va lui permettre, sans agent, de découvrir quelles sont les machines virtuelles, quels sont les serveurs qui vont gérer ces machines virtuelles, quelles sont les infrastructures, les architectures qui sont utilisées pour prendre en compte toutes ces structures de ressources, en fait, qui vont être utilisées pour exécuter les applications. C'est vraiment un produit très puissant et qui va remonter en fait toutes ces informations et qui sont essentielles pour pouvoir faire le calcul de licence. Bon, assez rapidement, je vais appuyer sur le fait que, c'est un outil sans agent qui va donc dans l'infrastructure. À partir du moment où vous venez mettre en fait dans votre infrastructure ou déployer l'application sur une des machines, et cette machine va analyser tout ce qui se passe pour reconnaître les différentes informations. Vous êtes dans des architectures très complexes ou simples. Les systèmes vont pouvoir s'adapter. Alors on va pouvoir le solliciter sous forme d'API. Il y a des connecteurs qui vont s'intégrer dans des environnements spécifiques. Mais la réalité, c'est que le produit, il a vraiment une notion de sniffer pour pouvoir essayer de reconnaître au maximum de choses. Et il va s'adapter à peu près toutes les infrastructures sans aucun problème. On a, dans le cadre du produit, avec ses propres consoles, la possibilité de gérer des représentations graphiques des différents modules. Bon, je passe assez vite, c'est pas le propos de cette démonstration, de ce webinaire, mais il y a un petit côté moderne de pouvoir découvrir votre infrastructure après l'analyse faite par ce type d'outil, où vous allez pouvoir, étape par étape, voir les structures. Alors là, c'est un petit peu complexe, les vôtres peuvent être un peu plus simples, mais c'est pas si mal que ça d'avoir les relations qui sont établies, les dépendances entre les produits qui soient visibles. C'est un vrai produit intelligent d'analyse de votre infrastructure.
Bien sûr, cette analyse, elle va se faire d'abord en détectant les logiciels, donc en maîtrisant l'essentiel de tous les éditeurs. Cette base étant dynamique, c'est-à-dire il n'y a pas simplement ce qui est inscrit, mais régulièrement des mises à jour de ces éditeurs, mais aussi toute la partie hardware qui va avec. À partir du moment où on a collecté ces deux informations, que ce soit l'information client ou l'information serveur, eh bien, on va venir l'intégrer, comme vous l'aviez vu sur le petit schéma tout à l'heure, dans l'environnement licence optimizer, de façon à ce qu'il soit exploitable dans le traitement de la licence. On va avoir des tableaux de bord qui vont exprimer l'état des lieux. Qu'est-ce qui se passe, combien de licences pour tel éditeur, quel autre, est-ce qu'on est compatible ou pas? Vous allez le voir un peu plus précisément. Le modèle de ce module ILO, oui, on schématise en ILO pour Ivanti License Optimizer, intègre 4 pôles. La gestion des éditeurs. On va avoir et fournir dans le produit toute la notion des éditeurs du marché de façon à vous fournir les informations sur ce que vous utilisez et pas simplement les 4 majeurs. Non, tous les éditeurs sur lesquels on est capable de faire de l'analyse vont être disponibles dans votre environnement pour que vous puissiez faire la réconciliation. Bien sûr, à partir du moment où on maîtrise les éditeurs, on va avoir la liste de leurs produits, de leurs différents SKU ou références qui vont être associés aussi au mode de licence. Donc vous allez avoir chez Microsoft tous les produits Microsoft avec le mode de licence, la cale, l'installer, le serveur, tous les éléments très complexes que l'on peut avoir autour de licences vont être enregistrés dans une base très interactive, très dynamique, qui sera toujours à jour dans votre environnement puisque c'est nous qui la mettons à jour. Ensuite, on va collecter les données à partir des outils de Discovery et on va les réconcilier avec les données de licence que l'on va enregistrer puisque vous les aurez enregistrées. La plateforme SAM, donc ILO, va vous fournir les résultats et vous permettre de faire de l'analyse, de faire des forecasts, on va le voir sur quelques écrans, pour pouvoir prévoir ce qu'il va falloir acheter dans vos licences, pour voir des scénarios de migration, pour passer d'un mode de licence à un autre, etc. Tout ça sera fait par notre produit ILO. Vous avez une image des différents modules que fournisseurs hardware, software, virtuels et autres que l'on sait gérer aujourd'hui dans nos environnements. Je vous en ai cité un certain nombre, vous avez vu des petits logos passer, on en reparlera peut-être probablement. Les bénéfices. Bien évidemment, le fait de couvrir tous les logiciels, en tout cas on essaye au maximum tous les logiciels du marché, vous donne une garantie que tout ce que vous utilisez va être contrôlé et va vous permettre de vous dire attention, je suis conforme ou non conforme. Vous allez avoir un management de données qui soit efficace pour récupérer des données, soit par nos outils d'inventaire directement, soit par les outils d'inventaire autres du marché. Ça peut même être des fichiers CSV à plat si nécessaire. L'important, c'est qu'on est capable d'absorber ces données et s'en servir pour faire ces analyses. Les fameuses analyses vont vous fournir des tableaux de bord, mais vous serez capable de les exploiter dans d'autres BI si nécessaire, en exportant une partie des données si vous le souhaitez. Ces analyses vont jusqu'à la prédiction et la tendance, comme j'ai expliqué, de dire, moi aujourd'hui, tel que je vois l'évolution entre les différentes réconciliations que l'on a fait depuis un certain temps, eh bien vous allez avoir besoin d'acheter tant de licences à un moment ou à un autre. Soit on se base sur des analyses prédictives fournies par le produit, soit directement on fabrique ses propres scénarios en disant si je passe en virtuel un certain nombre de structures, combien ça va me rapporter? Est-ce que ça va me coûter plus cher? Est-ce que ça va me coûter moins cher? Et on va être capable de faire une analyse pas à pas, étape par étape, des différentes évolutions et du coût de ces évolutions si on met en place ce type de projet et de faire donc des simulations très importantes pour planifier à l'avenir les différentes évolutions, que ce soit dans le logiciel et dans le mode d'utilisation du logiciel.
L'intégration, c'est être capable de recevoir des données à partir d'un certain nombre d'éléments externes, mais surtout de pouvoir les recevoir parce qu'on a de la web API et qu'on va être en RESTful web et capable de recevoir des informations venant de l'extérieur. Et en toute logique, on est capable aussi d'en donner, comme j'ai expliqué, pas simplement par exportation, mais aussi par des jointures de type web service. C'est surtout notre outil intermédiaire qui permet de le faire. Le produit est exclusivement SaaS. Comme vous l'avez vu, on essaye de laisser le moins possible d'empreintes dans votre infrastructure, d'avoir une analyse qui soit le plus performante possible. Et pour ça, pour que les données soient hyper dynamiques, eh bien, la structure SaaS est idéale. Nos fichiers se mettant à jour très régulièrement, le produit en lui-même se mettant à jour très régulièrement pour intégrer les nouvelles méthodes de calcul quand elles arrivent. Ces méthodes de calcul, en fait, on en a déjà parlé, par nœud, par clé de licence, sur le processeur, le cœur, les serveurs tiers. Alors, il y a tout un aspect complexe, en fait, qui n'est pas facile à exprimer à des gens qui ne maîtrisent pas le fonction du SAM. Mais on est aujourd'hui des seuls acteurs, et on n'est pas tout seul, mais un des seuls acteurs capables d'intégrer tous ces modes de calcul en amont et de ne pas rendre les choses très complexes pour les utilisateurs. Vous n'êtes pas obligé de comprendre toutes les méthodes de calcul exprimées par les éditeurs. Le produit va faire ses calculs à votre place et va juste vous émettre le résultat pour savoir si tout va bien ou s'il faut faire une action particulière. Quelques écrans pour vous montrer comment le produit fonctionne. Bon, par défaut, vous avez des tutoriaux qui vous permettent, quand vous avez le produit à votre disposition, de vous rappeler un certain nombre de choses et de vous aider à comprendre la manipulation. Bien sûr, des tableaux de bord qui sont extrêmement précis en fonction de ce que vous leur demandez. Vous pouvez soit utiliser des tableaux de bord qui sont livrés par défaut, soit fabriquer vos propres tableaux de bord en les spécifiant sur certains utilisateurs, certains éditeurs, etc. Vous avez vraiment une grande marge de manœuvre sur la partie visuelle du produit. L'important, c'est toute la partie analytique. Prenons comme exemple l'analyse globale. On a fait une réconciliation, alors elle est en date sur l'écran du 2 février, mais ça, le problème, c'est pas un problème. Et on va avoir devant nous un tableau de bord par défaut, qui est un tableau de bord contenant tous les éléments par éditeur. Si on choisit de sélectionner Adobe, on va voir que dans Adobe, il y a un certain nombre de produits, et à chaque fois, vous avez le pourcentage de compliance, c'est-à-dire est-ce que j'ai trop de produits, est-ce que j'ai pas assez de produits, et où j'en suis au niveau de mes licences. Si je me base sur la notion d'Adobe System Acrobat, de manière générale, je vais voir ensuite la décomposition dans le même produit de toutes les versions de produits qui vont me permettre de détecter quels sont les endroits où je manque de licence. Vous voyez, vous avez en orange la ligne qui dit il vous manque 4242 licences parce que vous en utilisez 5109 derrière et que vous n'en avez que 867 achetés. L'analyse et les prédictions, c'est de faire une courbe de votre état de la compliance par éditeur en général, mais ça peut être de manière générale, et vous avez ensuite un calcul de prédiction qui est fait par le système pour vous dire voilà où vous allez en être, voilà ce qui va se passer, et donc il va falloir acheter à un moment des licences. Et on voit qu'à partir du moment où la compliance remonte ou descend, on va avoir des risques, bien sûr basés sur le fait que vous ne soyez pas en adéquation avec ce que vous utilisez. Vous avez des rapports de positionnement qui vont se faire que vous allez pouvoir éditer par éditeur, soit, mais aussi par région, par localisation, par organisation unit, par business unit dans votre entreprise. Vous allez être capable de traiter toutes ces informations-là et les filtrer et les regrouper comme vous le voulez pour que ça soit intelligent dans votre environnement. Vous allez pouvoir
créer des budgets pour suivre les mécanismes de forecast, mais aussi de scénarios, les fameux scénarios que vous créez en fonction des environnements, que vous allez étape par étape créer les différents mécanismes qui vont faire que je veux faire telle chose, passer dans le clou de tel produit ou autre, analyser les coûts, donc avoir une première analyse de coût initial, et en fonction de l'avancement du produit, de dire voilà les évolutions du coût qui peuvent se mettre en place. Le produit va vous traiter en fait toutes ces informations-là sur l'espace-temps, mais aussi étape par étape en fonction de la réalisation concrète de ce que vous avez fait. Avec, vous voyez, les différentes surcoûts, les coûts les analyses de coûts en fonction des différentes phases de temps derrière. Ça, c'était pour toute la partie licence logicielle. La partie hardware va être un peu plus concrète, enfin basique, parce que là, on a moins de choses complexes, mais aussi on est plutôt basé sur la gestion. Notre offre se décline en 3 modes. Historiquement, le premier module qui est sorti, c'était Asset Manager Essentiel, qui était un repository dans le SaaS, préconfiguré, qui permettait de manière très basique de gérer les premières phases de ce qu'on intégrait dans notre tableau de maturité dans les phases 1 ou 2. Et derrière, on a décliné ce module de manière plus ouverte, plus paramétrable et plus globale sur d'abord dans le SaaS et maintenant disponible en on-premise derrière. Pour information, ces produits sont associés sur la même structure logicielle que notre produit ISM, et donc qui peuvent être vendus et utilisés séparément, mais peuvent être aussi utilisés absolument en même temps que notre structure d'ITSM, de notre solution ITSM, pardon. La gestion des assets, c'est importer des données, on l'a vu, de l'outil central et de pouvoir les concocter. Le produit a une certaine souplesse pour avoir ses propres connecteurs d'intégration sans nécessairement passer par l'outil sur le cloud, mais l'important c'est de pouvoir concentrer cette information et de réconcilier toutes les informations entre elles. On va gérer un catalogue de produits, c'est-à-dire on va élire des référentiels produits de façon à permettre d'un côté de les commander, de les demander, de les commander, de les délivrer et de pouvoir de l'autre côté manager un environnement global, de dire où j'ai du stock de tel produit, etc. Grâce à cette constitution de catalogue. Entre autres, le lien avec les fournisseurs, les fournisseurs, les références de prix, etc. vont être disponibles à partir du moment où on travaille sur ce type de catalogue produit. La notion de prix, par de gestion financière, vous allez avoir le prix d'achat, vous allez avoir le prix d'utilisation, dans la commande, en fait, les variations qu'il peut y avoir sur les quantités, etc. vont être intégrées. Et à chaque produit acheté, à chaque élément acheté, on va se retrouver avec une information de prix associée. En plus d'une donnée statique associée à chaque computer, on va être capable d'ajouter des données complémentaires qui vont être des données contractuelles, bien sûr, parce que entre le moment où on l'achète, on va aussi avoir des coûts sur la durée, sur le temps, qui sont les maintenances, qui sont les accidents, les réparations, les changements de pièces, voire le temps de travail qu'il y a eu pour traiter des incidents sur ce poste de travail. On va être capable de les enregistrer pour analyser un coût de possession de ce matériel. Quand on dit qu'on gère l'approvisionnement, c'est qu'on est capable de gérer une prise de commande, qu'on gérer la livraison, de gérer la rentrée dans le stock, et d'être capable d'avoir tout, à chaque élément, chaque événement, un enregistrement dans la base de données. On a parlé de contrat tout à l'heure dans les coûts. Oui, on associe un contrat, on est capable d'enregistrer des contrats de manière globale et d'y associer des éléments de contrat qui vont associer un achat, mais aussi des assets à cet achat. Donc avoir un contrat de maintenance, d'infogérance avec un prestataire extérieur et ensuite y associer les différents éléments constitutifs de ce contrat côté économique.
j'ai parlé de la gestion fournisseur. On va avoir d'abord, effectivement, un répertoire de fournisseurs, un répertoire de référentiels produits que l'on peut avoir chez ces fournisseurs. Et le petit côté spécifique, c'est aussi, on va être capable de faire un scorecard, de noter la qualité d'un fournisseur. Et donc de pouvoir, quand on achète, avoir une liste de fournisseurs disponibles pour un produit, mais aussi connaître leur qualité vis-à-vis du service qu'ils vous rendent. Les délais de livraison, justement la qualité du matériel que vous recevez par rapport à votre demande. Quand vous interagissez au support, est-ce qu'ils réagissent vite ou pas? Vous êtes capable de noter toutes ces informations-là et d'en découler donc un scorecard pour vous servir en fait comme élément de choix au moment où vous commandez. Le fameux tableau de bord de performance si nécessaire. Tout ça avec les outils de reporting connus au niveau ISM, donc vous allez pouvoir, soit en utilisant les reportings par défaut, mais aussi en créant vos propres reportings, pouvoir visualiser selon le rôle que vous allez avoir dans le système, des données spécifiques, et donc très vite connaître un état de parc en fonction de critères, qui peuvent être le type d'élément, qui peut être la distribution par service, par localisation, les coûts par service au niveau budget, etc. peuvent être associés. Enfin, vous allez avoir comme ça une manière de tri, de filtrage et d'affichage pour que immédiatement vous puissiez savoir ce qui se passe et répondre finalement à toutes les questions qu'on s'est posées au démarrage. Voilà la notion d'asset manager vue par Ivanti. On est à votre disposition, un, pour répondre à des questions immédiatement, puis deux, pour vous faire des démonstrations plus concrètes, en prenant contact avec nous et en prenant rendez-vous directement si nécessaire. Avez-vous des questions? Merci beaucoup Luc et Jean-Robert pour cette présentation. Je vais vous laisser quelques minutes pour poser vos questions sur le chat. Il y en a quelques-unes qui sont déjà arrivées, on va essayer d'y répondre dans l'ordre. En attendant, un petit rappel sur nos prochains webinaires. Donc, le 27 août, ce sera un webinaire sur le lancement d'Ivanti Cloud et le 12 septembre sur l'ITSM et l'intelligence artificielle. Côté Patch Tuesday, le Patch Tuesday du mois de juillet sera le 11 à 16h et celui du mois d'août sera le 22 également à 16h. Alors, au niveau des questions, une des premières en fait qui est arrivée, et je pense que c'était pendant l'introduction de Luc, une personne nous a demandé si les modules étaient vendus séparément ou non. J'imagine que c'était au niveau des 5 piliers. Donc Luc, éventuellement, est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Oui, donc l'idée en effet d'apporter un nouveau modèle par la gestion unifiée nous amène aussi à proposer une licence qui peut être soit sur la totalité des fonctionnalités de notre portefeuille ou éventuellement de sélectionner 2 piliers. Ce modèle se base sur le nombre d'utilisateurs dans l'entreprise. Alors, on fait des acquisitions par pilier unitaire. Dépendant de la solution, ça peut être soit des licences liées au nombre de postes, de machines, ou aux personnes qui utilisent l'application. Voilà, donc c'est un modèle qui s'adapte à beaucoup de situations et qui permet d'avoir de la flexibilité. Nous avons une deuxième question qui est arrivée. Est-ce que des intervenants peuvent, entre guillemets, tricher et débrancher les agents la détection? Écoutez, sur un poste de travail, quelqu'un qui a les droits d'administration peut effectivement aller empêcher qu'un certain nombre d'outils fonctionnent, mais normalement, ce type de structure d'analyse, d'inventaire, etc., s'installe dans des environnements qui sont sécurisés et protégés. L'utilisateur a des droits spécifiques, mais pas d'administration. Il faut que ça reste cohérent dans la globalité du management, de dire si on met en place des outils pour analyser ce qui se passe sur un poste, on doit empêcher les gens de les arrêter. C'est principalement la réponse, elle est là. Hein.
Alors, une autre question, est-ce que SAP est supporté au niveau des éditeurs? Donc, je pense que Jean-Robert, tu as déjà répondu à cette question. Peut-être, est-ce que tu pourrais apporter un petit complément de réponse? Bah, dans le détail, non, mais effectivement, on est capable aujourd'hui de contrôler les licences qui sont utilisées sous SAP à partir des outils d'inventaire d'applicatifs. Je ne sais pas s'il y a des détails. On a un module, d'analyse qui vient de sortir, effectivement, je vais faire la mémoire, et qui permet, en fait, dans Event Optimizer, de traiter, en fait, tout l'environnement SAP comme un module autonome dans le système. Alors, ce que je vous propose pour ceux qui intéressent, c'est d'associer, on a une datasheet sur le module SAP qu'on pourrait accrocher en fait à notre environnement, à notre PPT que Christelle va vous fournir. Oui, elle sera en anglais pour information. Et comme ça, vous aurez le détail de l'utilisation sous SAP. Voilà. Merci Jean-Robert. Comment faites-vous les inventaires de matériel non connecté, code barre, RFID? Aujourd'hui, on peut manuellement intégrer des éléments si nécessaire. Dans le cas de produits RFID, ça me paraît un peu compliqué, mais quand vous mettez dans la nature des produits de type IoT, RFID, code barre, etc., vous avez probablement des fichiers contenant ce type d'informations et qu'on est capable de récupérer. On a, pour se référencer, la possibilité d'utiliser des douchettes ou des outils de lecture qui vont soit sous forme d'inventaire basique, soit directement pour sélectionner dans des filtres au niveau des applicatifs. On a une application dans Android qui permet par exemple de lire des QR ou des codes barres et sélectionner les assets pour y accéder plus rapidement, mais on n'a pas, il n'y a pas de contrainte particulière sur n'importe quel type d'objet, manuel ou semi-automatique, en intégrant des fichiers intermédiaires. Comment se passe l'intégration d'Asset Manager pour des clients ISM existants? Donc ISM, Jean-Robert, c'est, si tu veux, oui. rappeler. Alors, en fait, effectivement, le fait d'apporter la fonctionnalité Asset Manager au module ISM implique un certain nombre de contraintes, et soit vous êtes primo installé, et dans ces cas-là vous avez une base qui intègre les deux solutions en même temps, soit vous avez déjà ISM, et dans ces cas-là il y a un mécanisme d'intégration qui est fait par notre services. Il y a une méthodologie en fait, parce qu'un certain nombre d'éléments de la structure de la CNDB va évoluer pour prendre en compte les besoins techniques de l'Asset Manager. Mais aujourd'hui, on a un forfait OPS pour faire cette migration. La gestion des stocks et des commandes se fait par le biais de quel module? Asset Manager. La notion de commande, elle peut s'interfacer avec SAP, s'interfacer avec d'autres ERP du marché. L'idée est qu'on soit capable de générer un document, que ce soit un document mail, un document référentiel papier ou un document digitalisé qui sera envoyé en web service sur un élément externe. On est capable, à partir de l'ordre de commande chez nous, de l'envoyer vers un destinataire adéquat. Merci Jean-Robert. On a une question visiblement d'un client qui utilise nos solutions anciennement REST. Donc j'ai actuellement REST One sur mon infra. Suis-je obligé de repartir de zéro si je veux une ou des solutions identiques? Alors, pas forcément, bien entendu. L'idée, c'est que les investissements que nos clients ont pu faire sur nos produits puissent être consolidés par l'arrivée de nouvelles richesses. Le mieux, je pense, c'est déjà de se rapprocher du responsable commercial pour la personne qui a posé cette question, de manière à voir de quelle autre solution on parle et comment on peut mettre un plan, parce que l'idée, c'est sans doute de les faire parler entre eux. Donc, il y a, comme je l'expliquais tout à l'heure avec Automation, qui fait justement partie de la famille REST, qui permet de faire de la connexion et de l'échange entre les autres produits. Donc,
c'est une bonne question et ça s'étudie sans aucun souci. Merci Luc. On a une autre question concernant les logiciels portables. Sont-ils détectés? La réponse est oui. Le moteur d'inventaire détecte tous les logiciels portables ou fixes. Alors Luc, une question pour toi sur la tarification, sur le mode de licensing éventuellement, si tu pouvais en dire un peu plus. Alors sur le pilier, donc c'est principalement sur les postes de travail ou serveurs, parce qu'on a vu qu'il y avait ILO et Optimizer. Optimizer pour les postes de travail, donc on avait appelé ça client, mais ce sont des postes de travail derrière cette connotation client. Et il y a ILO pour la partie serveur. Donc là, on s'occupe de vérifier le nombre de machines, c'est sur ça qu'on va baser notre tarification. Pour la partie asset, comme on a des techniciens, ou en tout cas des gestionnaires, c'est un package qui intègre sur un premier niveau 10 000 assets de gestion. Parce que l'asset de gestion, ça peut être une machine, mais ça peut très bien être un bureau, ça peut être des équipements qui ne sont pas forcément informatiques, mais dont on veut en avoir la gestion. Et il y a 15 accès pour les gestionnaires qui sont proposés. Et après, on peut prendre, si on a besoin de plus de gestionnaires, on peut rajouter des accès supplémentaires. Pareil pour les assets, si on veut gérer plus de 10 000 assets, on peut prendre des tranches supplémentaires de 10 000. Merci Luc. Jean-Robert, on nous demande si l'agent est compatible avec les systèmes Linux et Mac. Pour ce qui est de la partie poste de travail, absolument. Est-ce que la solution fonctionne sur un environnement ne disposant pas encore d'annuaire LDAP Active Directory? La réponse est oui, simplement on ne saura pas gérer bien sûr facilement les affectations et les utilisateurs, mais bon, même en mode local, on est capable de traiter n'importe quel élément technique, que ce soit au niveau du poste de travail et du serveur. Je ne crois pas avoir d'autres questions. C'est un peu mélangé entre le chat et les Q&A. Et éventuellement, je vous propose de nous renvoyer, si jamais on a manqué certaines questions, renvoyez-les-moi par mail. Surtout, n'hésitez pas. Normalement, je vous enverrai au plus tard demain matin l'enregistrement de ce webinaire avec la présentation sous format PDF. Donc, je vous remercie à tous pour cette participation et je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.